René Schwaller de Lubitsch a 26 ans. Il adhère à la théosophie et il est aussi initié franc-maçon à la Grande Loge de France. C'est un esprit brillant, aussi à l'aise sur le plan scientifique que philosophique ou artistique. Il sera d'ailleurs l'élève de Matisse et du philosophe Henri Bergson. Mais il s'intéresse avant tout à l'ésotérisme et il pratique l'alchimie. Il reproduira par procédé alchimique sans ajout de pigments le fameux bleu des vitraux de Chartres. Aucun chimiste avant lui n'y avait réussi. René est à la recherche de l'ultime vérité. En 1914, la brasserie La Closerie des Lilas à Montparnasse est un lieu de rencontre. Schwaller de Lubitsch se lie d'amitié avec Oswald Wirth, Erik Satie, Flammarion, Oscar Milos et croise pour la première fois Fulcanelli qui deviendra son ami et son maître. Après cette période d'horreur, le monde a besoin de gaieté. La société a besoin de s'évader de ces images. Avec quelques amis théosophes et francs-maçons, ils fondent le groupe des Veilleurs. Au sein des Veilleurs est constitué un cercle intérieur secret, un cercle fondé sur les principes de la franc-maçonnerie égyptienne avec un rituel initiatique. Ce cercle a pour nom Ordre de la Résurrection. Résurrection du monde après la guerre et résurrection mythique d'Osiris. Schwaller commence à travailler à un rite maçonnique authentiquement égyptien. Et il se fonde sur le papyrus où est relatée sous une forme à peine voilée l'initiation au mystère d'Osiris. C'est lors de son séjour en Égypte que ce rite se développera et remplacera dans l'ordre le rite de Misraïm de Constant Chevillon, alors en usage. L'ordre se développe à Paris et Schwaller donne des conférences chez la famille de Lesseps à Paris et chez la célèbre américaine Nathalie Clifford. Celle-ci reçoit rue Jacob à Paris, dans son atelier maçonnique, le Temple de l'Amitié. Mais le lieu est trop exigu et le milliardaire Louis-Alain Guillaume met alors à disposition son hôtel particulier à Boulogne-sur-Seine, où on installe un temple. De nombreux maçons de la Grande Loge de France et d'autres obédiences le rejoignent. Bientôt, d'autres loges naissent en France. On comptera jusqu'à 500 membres. En 1927, il épouse Isha, qui devient sa parèdre spirituelle. La crise de 29 et la Grande Dépression viennent frapper l'Europe. L'Allemagne, tout particulièrement, subit un effondrement financier et des heures sombres s'annoncent à l'horizon. Durant 5 ans, les Schwaller vont voyager aux Baléares sur les traces de Raymond Lull, le grand alchimiste, en Algérie, où ils rencontrent le soufisme, et en Grèce, où ils étudieront l'architecture. En 1938, ils obtiennent enfin un visa pour l'Égypte.
les hauts lieux, pyramides, nécropoles, temples, et découvre une réalité qu'ils n'avaient pas imaginée, le gigantisme. Tout est érigé à une mesure qui dépasse l'homme. Ils sont subjugués par ce qu'ils voient et décident de s'installer à Luxor dans le pavillon du Winter Palace. Ils y resteront 15 ans. Grand érudit, Schwaller commence patiemment à faire des relevés du temple de Luxor et découvre qu'il cache un symbolisme secret. Le temple est une représentation du corps humain et chaque partie de cet édifice correspond à un membre. Il étudie l'architecture et il révèle les messages cachés dans la pierre. Il démontre qu'il existe un ésotérisme du temple égyptien. Ce sera le travail de sa vie, développant le concept d'égyptologie symboliste. « 1939, la guerre fait rage en Europe. Paris tombe, la France est occupée. Elle est muselée, les loges sont fermées. Les francs-maçons sont persécutés. Schwaller a confié la direction de l'ordre à Amma, qui est son substitut en France. Elle assure une discrète permanence auprès des loges qui ont encore une vie souterraine. À la même époque, Robert Amblin brave la censure allemande et continue les réunions maçonniques dans son appartement parisien. En 1941, Schwaller de Lubitsch change le nom d'ordre de la résurrection en celui d'ordre initiatique de la voie sacrée. La voie sacrée est une traduction du mot égyptien Ta-Meri qui signifie Égypte. C'est donc un ordre initiatique égyptien. Grâce à l'immense travail de Schwaller de Lubitsch, l'Égypte révèle toute sa beauté ésotérique et dévoile ses symboles cachés. Isha, son épouse, publie 2 ouvrages connus mondialement, Erbak Pois-Chiche et Erbak Disciple. Le rituel Merneptah s'enrichit de toutes ces découvertes et l'ordre prend un essor remarquable. De nombreux visiteurs viennent entendre ces conférences. Et il initie de grands personnages à la maçonnerie égyptienne, et notamment le Maharaja de Jaipur, Man Singh, et le prince Ali Khan. De grands noms de l'égyptologie viennent à sa suite. Alexandre Varille, Charles Quens, tous 2 membres de l'Institut français d'archéologie orientale. Alexandre Stopeller, le directeur des recherches archéologiques de Luxor, et bien sûr Lucie Lamy, fille de Isha et remarquable illustratrice. Les tenues maçonniques ont lieu de nuit dans le temple de Luxor, sous le ciel étoilé. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris
libéré. La guerre mondiale est terminée, mais les signes d'instabilité du royaume d'Égypte commencent à apparaître. Les émeutes sont réprimées durement, les étrangers sont visés, et le roi Farouk semble impuissant. Cela aboutira au coup d'État du général Naguib. Les étrangers sont invités à quitter l'Égypte. Ils ne sont plus les bienvenus. Ils retrouvent leur propriété de plan de grâce et Schwaller rassemble ses notes, tous les documents collectés, les calques, les calculs, les plans effectués à Luxor. Il met en page le résultat de 15 années de recherche dans un ouvrage en 3 volumes, Le Temple de l'Homme. L'ouvrage est salué par la critique comme une œuvre magistrale, mais il n'a pas le succès public attendu. C'est outre-Atlantique que Le Temple de l'Homme est reconnu comme une œuvre exceptionnelle. En France, que devient l'ordre ? 2 loges perdurent à Paris, une autre en Normandie. La désertion des frères et des sœurs affecte beaucoup Schwaller, et il semble prêter maintenant une attention distante à l'ordre. La passion de l'Égypte ne le quitte pas, et il entretient une correspondance suivie avec les Rosicruciens américains, qui sont d'excellents diffuseurs de son ordre. Début 1960, il souffre d'emphysème. Il a beaucoup fumé, il est essoufflé et n'a plus beaucoup d'énergie. Il confie la direction de l'ordre à Hamma et lui transmet le chêne en or, qui est le symbole de la transmission initiatique égyptienne. C'est le cartouche découvert dans ses fouilles à Luxor en 1939. L'ordre s'est éteint. Le maître l'avait prévu. En 1960, il écrivait « L'ordre a persisté jusqu'à maintenant, mais comme tout édifice, il doit connaître la loi du djed. Ta mairie sera détruite. La ruine et la désolation sont nécessaires pour permettre la résurrection. Tel l'oiseau sacré qui fait son nid dans un feu générateur et qui renaît plus sage et plus beau, ainsi s'ouvrira à nouveau notre voie sur un horizon resplendissant. » Un frère qui fut membre de la loge Taméry dans les années 60 réveille cette loge en banlieue parisienne. Les visiteurs affluent aux tenues. En 2001, on décide de créer une loge à Paris. 1 an plus tard, cette loge essaime à son tour. Aujourd'hui, l'ordre se compose de 6 loges, 2 à Montpellier, 1 à Paris, 1 à Bruxelles, 1 à Nice et une loge itinérante. Le djed est relevé selon la prophétie de Schwaller. La maçonnerie égyptienne symboliste poursuit sa voie.